Bonjour, je vous remercie de vous joindre à nous aujourd'hui pour ce webinaire du 17 février 2021. Quelles sont les meilleures perspectives de revenus fixes pour l'année 2021? Aujourd'hui, avec moi, j'ai un gestionnaire de portefeuille senior qui est avec Fiera Capital. D'abord, pourquoi ce webinaire? Alors, vous pouvez regarder au niveau du macroéconomique, hein, les taux ont monté beaucoup au Canada. Les obligations 30 ans, entre autres, ont monté de 1,24 à 1,70 du 31 décembre au 15 février 2021. Aux États-Unis, ben, les taux de 10 ans, eux, ont monté de 0,99 à 1,24 du 31 décembre au 15 février. Malgré toute cette volatilité-là là, sur les longs termes, là, la courbe là, des taux à court terme reste bas. Donc, l'an passé, les investisseurs ont gagné les produits, les obligations de longue durée. Cette année, quelles sont les meilleures perspectives? On a aussi un déficit important au Canada, donc on craint une poussée inflationniste. Alors, la question se pose vraiment, quelles sont les meilleures perspectives de revenus fixes cette année? Avant de débuter la présentation, je vais tout simplement vous dire qu'à droite de votre écran, vous avez un encadré. Vous allez voir une boîte où c'est indiqué questions. Alors, dans cette boîte-là, vous pouvez indiquer vos questions et nous y répondrons là, le mieux possible à la fin de la présentation. Également, c'est indiqué hands up, vous avez des fiches sur nos différents produits et une fiche également sur le revenu fixe géré par Fiera chez Horizon. Alors, donc, pour débuter l'agenda, on va discuter un petit peu là, du partenariat que nous avons avec Fiera Capital. Philippe va nous faire un exposé là, des prévisions là, pour les revenus fixes au Canada. On va également positionner trois de nos produits. Donc, le premier sera Horizon FNB actif d'obligations de premier rang de très courte durée. Nous allons également regarder ensemble le HAB, qui est obligation de société, et également regarder le potentiel présentement dans les obligations municipales avec HMP, Horizon Actif obligations municipales. Alors donc, pour le partenariat avec Fiera, nous sommes très heureux là, de le compter parmi nos plus importants gestionnaires chez Horizon. Pour Horizon, ils sont sous-conseillés pour 2,8 milliards d'actifs pour à peu près 9 fonds. Pas à peu près, c'est 9 fonds avec un fonds aussi en dollars américains. Alors, Fiera gère dans le monde pour autour de 180 milliards d'actifs sous gestion. Alors, aujourd'hui, notre conférencier est Philippe Ouellet. Philippe est gestionnaire principal de l'équipe de revenus fixes chez Fiera Capital. Revenus fixes, l'équipe de revenus fixes intégrés. Et il compte pour plus de 25 ans d'expérience auprès de grandes firmes depuis 1995. Il est détenteur d'une maîtrise de baccalauréat en finance et du titre de CFA. En plus de son rôle auprès de Fiera, Philippe Ouellet siège également sur le comité consultatif de la Banque du Canada. Alors, c'est notre expert aujourd'hui. Merci beaucoup, Philippe, de prêter à nos interlocuteurs. Et la parole est à toi. Merci, Marie-Chantal. Bien, premièrement, malheureusement, j'ai pas mal plus de cheveux blancs que cette photo, comme je me le fais rappeler souvent ici, maintenant à la maison. Puis je voudrais spécifier, bon, l'équipe. Quand on regarde ici, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est une équipe qui est bien établie, qui s'occupe des fonds depuis plusieurs années avec, évidemment, la relation avec Horizon. Moi, Jeff Seaver et Nicolas Normando, qui va d'ailleurs, qui fait partie de mon équipe, qui aussi s'occupe des actions privilégiées, qui vont vous parler dans le prochain mois. Je vais faire allusion un petit peu, là, ça va très bien dans ce segment-là, mais je voulais spécifier ça. L'autre chose, c'est qu'on est bien supporté par des analystes, 3 analystes ici. En fait, on vous présente dans les marchés, c'est une des forces. On fait partie je crois, des 10 équipes qui sont présentes de façon journalière dans les émissions primaires et dans l'opportunité d'acheter et de vendre des blocs dans le marché secondaire pour vous. Donc, je pense que c'est important de le mentionner. C'est vraiment une de nos forces.
Si on regarde à la page suivante, Marie-Chantal, on voit un peu les actifs. Pour spécifier que les fonds de crédit, les fonds de crédit qu'on représente à peu près 9 milliards sous gestion sur le presque 29 qu'on s'occupe. En fait, c'est dans ces stratégies-là. C'est la plus grande partie de nos stratégies, presque 30%. Et puis, c'est juste pour dire le focus qu'on a pour tout ce qui est stratégie de crédit dans notre équipe. Et puis, on voit les actions privilégiées un peu plus bas aussi, qui font partie intégrale. On a HPR, entre autres, qu'on met beaucoup de l'avant avec vous. Donc, ça, c'est pour la présentation. Le focus, la prochaine page, Marie-Chantal, ce que j'ai pensé avec vous d'établir, premièrement, c'est de bien vous montrer que dans les marchés de crédit, tout ce qui est d'investissement, investment grade surtout, il y a encore beaucoup de valeur. Vous allez voir un peu là, nos vues, le support, même s'il y a des défis économiques, puis ça a été notre thèse depuis 6-7 mois qu'il y a beaucoup d'opportunités, il continue d'en avoir. Peut-être moins qu'évidemment l'année passée, là, après le recul important, mais c'est quand même important de le souligner. C'est des fonds de crédit qu'on va vous parler aujourd'hui. Le deuxième point, c'est que les taux ont monté, oui, une quarantaine de points de base, surtout dans le 10 ans et long terme. On pense que par contre, il y a encore, maintenant, la courbe est très pentue. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une anticipation implicite aussi d'une vingtaine de points de base là, dans le 5 ans à 10 ans, qui est anticipée déjà sur un an. Fait que le point, c'est que au taux actuel, il y a beaucoup qui est déjà dans cette structure de courbe-là, qui est projeté dans le futur. Donc, le gros des hausses de taux, il va en avoir peut-être encore un petit peu, en fait, est peut-être déjà fait cette année. Fait que ça va prendre du temps. Puis vous allez voir, là, avec notre vue sur la Banque du Canada, ça va prendre du temps avant que la Banque du Canada commence à bouger les taux court terme. Donc, petit point, oui, il y a d'autres dynamiques, on pourra en parler tantôt, mais le point important, c'est que ça va être modéré à partir d'aujourd'hui. Là, on est en février, mi-février. Comme Marie-Chantal l'a bien dit, les taux ont déjà monté. C'est dans les 8 augmentations aux États-Unis les plus importantes depuis 40 ans là, en termes d'augmentation de taux qu'on a vu. Là. Donc, c'est clair que c'est déjà une bonne correction qui a été faite là. Les rendements qu'on s'attend, si on essaie de capturer le rendement d'écart de crédit, si on veut, dans le marché d'investissement, dans les fonds, on peut aller chercher des 125, 150 points de base au-dessus de la courbe gouvernementale canadienne. C'est très intéressant dans un environnement de bas taux. Le bas taux, je parle des taux court terme surtout, le 5, 6, 7 ans et moins. OK? Et puis le deuxième point, c'est que les rendements de nos fonds, surtout HFR, vont être positifs, puis ils vont être dans les, vous allez voir, on a des perspectives là, du 1,5 à 2 potentiel pour cette année. Et puis le positionnement qu'on a dans ce fonds-là pour profiter des hausses de taux, à cause évidemment le risque de taux d'intérêt qui est très bas dans ce compte-là. On va le voir tantôt. Et aussi, même dans les comptes obligataires crédit, comme le HAB, qui a une durée de tout près de 6 ans, c'est seulement des obligations de crédit qui ont un rendement plus élevé, donc un rendement qui est aux alentours de 2 là, avec des opportunités d'ajouter de la valeur qui sont intéressantes. Donc, on pense que les chances pour 2021 d'avoir un rendement positif sont quand même importantes. Et puis que le positionnement de ce fonds-là sur 1 à 2 ans demeure très intéressant. Surtout quand on tient compte des autres alternatives en dehors du revenu fixe marché monétaire, qu'à un moment donné, on a assez de risques dans les portefeuilles. Donc, ce produit-là, quand même, en ajustant pour le risque, une belle place. Puis comme vous allez voir, les dernières années, ça a été le cheval de bataille là, de promouvoir ce fonds-là pendant 2 ans, 2020-2021, comme étant le fonds le plus intéressant dans la famille Horizon, revenu fixe. Ça a été quelque chose d'important. Donc, ça, c'est pour on reviendra à ces objectifs-là. Je vais maintenant, Marie-Chantal, juste parler un petit peu de la toile de fond. C'est important de vous dire de quoi qu'on travaille comme toile de fond. Puis ici, on voit un peu ce que le marché, puis nous, on anticipe comme toile de fond avec les resserrements, un peu là, les restrictions qui ont été mises en place au premier trimestre, la vaccination qui continue. Ça, c'est après une fin d'année l'année passée avec les vaccins qui ont été prouvés d'être efficaces, puis que les attentes du marché puis de la population sont devenues très positives au quatrième quart surtout. Je pense que là, au premier quart, c'est de dire, OK, oui, on est dans un peu la fin des resserrements, des restrictions, puis je pense que là, il faut vacciner. Ce qu'on anticipe, c'est au deuxième quart, troisième quart. Puis je pense que le Canada va laguer un peu. Là. Il va avoir un espace de quelques mois
il y a peut-être un 5-6 millions de doses qu'on doit recevoir pour rattraper le taux de vaccination américain. Il y a à peu près 10 d'écart entre les deux pays. Je pense que c'est clair que le Canada va tarder un peu par rapport aux États-Unis. Mais les États-Unis, ça va très bien. Puis je pense que d'atteindre, comme on voit ici, là, quelque part à la fin mars, puis avoir un taux de vaccination qui s'en va vers l'immunité de la population, qui va permettre d'ouvrir l'économie dans les secteurs et puis de ramener les gens qui sont sur le chômage, là, les ramener à travailler dans ces secteurs-là, surtout en deuxième moitié, puis en 2022, deuxième moitié de 21, en 2022. Ça, c'est très possible. Fait qu'on voit un peu la toile de fond, les attentes, le lag un peu du Canada. Puis si on voit la page suivante, on voit la reprise de fin d'année 2022. Nous, on y croit. En fait, quand on dit qu'on y croit, c'est quand on regarde la contraction américaine du PIB aux alentours de 3,5 l'année passée, le Canada moins 5,5. Les États-Unis vont avoir cette année probablement quelque chose près de 5 entre 4,5 et 5, puis le Canada aux alentours de 5. Donc, le Canada ne rattrapera pas complètement ce qu'il a perdu en termes de croissance économique, mais en 2022, là, on va clairement tomber dans une reprise un peu plus soutenue. Puis ça, c'est évidemment, c'est que l'efficacité des vaccins fonctionne. Et puis oui, il va peut-être avoir une vaccination qui va continuer, mais qu'on ne rentrera pas dans des restrictions aussi importantes qu'on a vécues, là, entre autres au premier trimestre puis l'année passée. Donc ça, c'est avec quoi on travaille. Après ça, on va tomber vers une croissance un peu plus modérée, 2023-24. Bon, les risques dans le marché de crédit, puis ça, c'est un sondage qui est sorti en janvier de la Bank of America, puis on voit qu'il y a un changement là, de focus dans le marché de crédit, des joueurs comme nous, puis nous aussi. C'est moins le virus puis la pandémie. C'est encore important, c'est encore la première chose qu'on suit, la vaccination et tout, ce que je vous ai montré tantôt. Mais l'augmentation des taux est devenue un focus. Évidemment, c'est quelque chose que dans le passé, à une certaine amplitude, à un certain mouvement de taux, ça fait en sorte que souvent, il y a des mouvements au niveau des ventes, surtout dans le marché de détail, des fonds obligataires. Donc, est-ce qu'on arrive après ces niveaux-là? Non. Nous, on pense qu'il y a encore beaucoup d'espace pour augmenter les taux avant qu'il y ait vraiment une inquiétude là, grandissante et qu'il y ait des flots négatifs. Mais c'est clairement, on le voit ici, l'augmentation de est-ce qu'il y aurait un risque important là, à l'horizon pour les taux? Dans le contexte qu'on pense que ça va être modéré pour le reste de l'année, nous, on pense que c'est un risque, oui, mais c'est un risque qui est moindre. Et puis le scénario de base, je pense qu'il est pas mal plus important. Puis, comme je vous allez voir tantôt, notre vue est soutenue par beaucoup d'autres facteurs. Le troisième point qui ressort, puis que j'amène à tout le monde, c'était évidemment les risques de bulles. Puis ça, vous le voyez dans des risques, là, il y a beaucoup de gens qui commentent au niveau des mouvements là, de détail, au niveau des bourses. On voit aussi Bitcoin qui est peut-être un exemple de choses qui augmentent beaucoup. Les commodités. Il y a des risques là, c'est quelque chose qu'on suit, mais pour l'instant, on pense que les fondamentaux soutiennent fortement ces niveaux de prix-là. Fait qu'on n'est pas rendu à un point d'être alarmé, de dire que c'est imminent qu'il va y avoir un soubresaut important au niveau de la bourse, par exemple, qui pourrait nous déstabiliser dans le marché de crédit de façon matérielle. Pour l'instant, c'est soutenable. Puis regardez la prochaine page, là, c'est un peu notre vue interne un résumé de tout ça, puis je vous sauve les détails, mais en fait, il y a beaucoup de facteurs à gauche, puis il y a beaucoup de facteurs à droite. Fait que ça, c'est un peu des facteurs qui pourraient nous donner un peu plus de confiance au niveau macroéconomique, et puis par rapport au taux d'intérêt, et évidemment l'économie dans son ensemble. Puis on voit du côté gauche là, les améliorations au niveau de la vaccination, la réouverture de l'économie, le stimulus nord-américain. Évidemment, là, on parle pas juste fiscal, mais monétaire. C'est phénoménal qu'est-ce qu'il y a en place. Puis du côté droit, on voit un peu les facteurs qui pourraient retenir un peu. Il y a quand même beaucoup d'excès de capacité. Il y a quand même un biais quantitatif énorme au niveau des banques centrales de ne pas laisser les taux monter non plus trop haut. Donc, pour beaucoup de facteurs, ça pourrait être modéré quand même. Je pense qu'il faut tenir compte du côté droit aussi de l'équation dans notre vue que les taux pourraient monter. Je pense que la vue qu'on a, c'est que quand on dit modéré, on parle des taux canadiens, par exemple, qui vont passer de 1,10, ils vont s'en aller vers les 1,15, 1,35 d'ici la fin de l'année. Mais il y a une partie de ça, comme je vous dis, qui est déjà anticipée là, maintenant avec la courbe. Fait qu'il faut tenir compte de ça parce que quand c'est anticipé, c'est qu'on se fait pas mal en termes de rendement. On a une compensation qui tient compte
de cette augmentation-là implicite dans le taux plus élevé quand on monte sur la courbe. Donc, ça, c'est important. Donc, à la page suivante, Marie-Chantal, ici, c'est pour dire, ben, voici la toile de fond, mais en termes d'écart de crédit, quand on regarde ça, ça fait 6 cycles de crédit là, sur 25 ans qu'on suit. On est dans une phase où le bêta surperforme présentement. Il y a une consolidation des écarts. On est revenu pratiquement à une courbe de dispersion d'écart de crédit là, dans les émetteurs canadiens ou nord-américains au niveau où on était en début d'année passée. Mais il y a quand même une bonne valeur. Surtout, il faut être sélectif sur la courbe. Ça m'amène à dire que dans le moyen terme puis le long terme, il y a des belles opportunités présentement par rapport au court terme. C'est important de le mentionner parce qu'on a deux produits qu'on va parler aujourd'hui qui ont un focus. Il y en a un qui est HFR, qui est surtout en bas de 7 ans, puis HAB qui va jusqu'aux 30 ans. Fait que ça, déjà là, ça vous dit que ces opportunités-là, il y a juste un des deux produits qui peut, puis ça vient nous donner un peu d'optimisme pour HAB, dans le sens qu'il y a des opportunités un peu plus loin sur la courbe. Le dernier point sur cette charte, sur ce tableau-là, ce serait de dire que les facteurs techniques, ça fait longtemps qu'on c'est un de nos tableaux qui de plus longue période qu'on maintient là, à travers les cycles. Puis ce que je peux vous dire, c'est que la boîte technique, là, les facteurs macro techniques, on a rarement vu autant de support. C'est pas le support le meilleur. On aime beaucoup quand c'est du côté crédit puis macroéconomique. Mais ce que je veux dire, c'est très fort la force qui tient le positif au niveau du investment grade. Donc, il faut en tenir compte. C'est pas la seule chose, mais il faut en tenir compte quand on investit dans des fonds. Puis c'est vous dire, la demande était très, très forte. Puis il y a quand même une certaine valeur. Fait que dans cette optique-là, le rendement qu'on va chercher, puis là, j'ouvre la parenthèse, là, quand on parle de 125 points de base au-dessus d'une courbe Canada très court terme, qui est à peine à 1,5% dans le 5 ans, puis 1/4% dans le 2 ans, et que je vous dis que la Banque du Canada n'est pas sur le bord de monter les taux court terme, cet attrait-là pour ce rendement-là, qui est pratiquement 3 fois plus haut là, quand on inclut les opportunités d'alpha, il est très important. C'est comme ça que vous devriez voir le soutien et la demande, à moins qu'il y ait un catalyste qui est très important. Il y a tellement de soutien au niveau fiscal, fondamental, puis on l'a vu au niveau de plein d'exemples de secteurs dans le marché canadien. Il y a plein d'exemples qu'on pourrait vous donner sur comment le soutien monétaire, fiscal, on n'a qu'à en penser ici, tous les programmes qui ont été mis en place là, pour avoir un déficit de pas loin de 18-19% du PIB canadien, un des plus gros déficits dans les pays développés là, pour l'année 2020. Donc, dans ce contexte-là, le soutien était phénoménal. Ça allait aider les banques, même le secteur immobilier, et ainsi de suite. Donc, excuse-moi de oui, t'interrompre. Ce déficit-là ne fait pas que le gouvernement va pouvoir maintenir une inflation. Je sais que ce n'est pas ce que tu pensais tantôt, mais pour diminuer en fait, si la prévision que la Banque du Canada va être capable d'être obligée si on veut, d'acheter moins d'obligations, OK, par rapport au déficit, c'est-à-dire que les gouvernements canadiens, puis s'il y a des élections, puis les nouveaux gouvernements, que le déficit soit ramené vers le 2-3 dans l'optique où c'est ramené à un niveau soutenable d'ici 2 ans, je pense que ça va être manageable, comme on dit, que ça va être soutenable pour contenir les pressions qu'il pourrait avoir dans le marché global, parce qu'on se finance nous, à l'extérieur du Canada. Donc, le Canada a un point de départ, Marie-Chantal, qui était très, très, très enviable par rapport à la scène internationale des pays développés. Donc, le taux d'endettement du Canada était très bas. Là, on a pris cet espace-là, on l'a utilisé. Donc, on se ramène à des niveaux plus moyens, mais qui sont quand même très corrects par rapport à l'ensemble des pays d'investment grade, les pays canadiens, les pays développés. Donc, quand on regarde cet espace-là, en assumant qu'on se ramène vers un déficit normal, je pense que cette pression-là, Marie-Chantal, le risque est minime. Il y a une perte de confiance. Puis la question, par contre, qui se pose, c'est au niveau des dépenses. Si les gens, en Amérique du Nord surtout, si les gens dépensent plus, peut-être ça m'amène tout de suite à la page 14, peut-être qu'on peut enchaîner puis voir ce scénario de taux-là à la page 14. Le prochain graphique après, Chantal, sur les taux. En fait, quand on regarde l'augmentation des taux, probablement que le marché va être capable de voir à travers cette période-là de déficit, puis aussi de dire oui, effectivement, la Banque du Canada va être capable de bien gérer ses programmes quantitatifs pour ramener ça à des niveaux très bas dans les prochaines années. Puis en fait, juste gérer cette décroissance-là du bilan de la Banque du Canada. En fait, c'est ça
qui est la vue la plus probable. Est-ce qu'il y a des risques là-dessus? Oui, tout à fait. C'est un des plus gros risques dans le marché obligataire pour les prochains 5 ans. C'est est-ce que les banques centrales, commençant par la Banque du Canada et la Fed, vont être capables de gérer ce défi-là? La réponse, moi, c'est oui, mais c'est un risque maintenant. C'est plus quelque chose qui n'existait pas parce que la Banque du Canada n'avait jamais fait ces programmes-là. Son bilan, là, qui est pas loin de 500-600 milliards, là, le bilan de la Banque du Canada dans les obligations, la composante obligataire, qui va être là pour un certain nombre d'années. C'est un des gros défis. Mais c'est important de le mentionner que c'est comme un risque, comme d'autres, mais la probabilité que ça nous amène à faire déraper là, la vue sur l'inflation, puis pour l'instant, c'est minime. C'est ce qu'on dirait. Ça répond à la question, j'espère? Oui, merci. Peut-être nous amène à la prochaine page où on parle des fonds maintenant. Je pense qu'on a bien mis la table sur notre vue, l'économie, la reprise, les anticipations. Fait que si on adhère un peu à cette base-là de reprise économique, quand on regarde le positionnement des 3 fonds qu'on a mentionnés à date, si on regarde HFR avec un rendement d'au-dessus d'1%, vous allez voir tantôt, la durée est un peu plus courte parce qu'elle est un demi-année, mais ça tient compte des swaps qu'on utilise pour ramener le risque de taux d'intérêt plus bas. On voit que ce portefeuille-là, qui lui a fait cette année un demi%, est en très bonne position pour livrer un rendement, c'est peut-être 1,5-2% cette année et pour commencer à profiter avec les hausses de taux lorsque ça va se passer dans le 3, 4, 5 ans, de profiter de peut-être même d'augmenter un peu cette exposition-là à des taux plus hauts. HFR, c'est probablement le fonds qui est le mieux positionné et qui commence bien cette année. HAB, qui est le deuxième que je voulais mentionner, on le voit le presque 2%. Puis lui, il y a des opportunités d'alpha plus loin sur la courbe. Donc, je n'ai parlé un peu tantôt. Vous allez voir un peu l'attribution. Tantôt, à long terme, on est capable de capturer des belles opportunités. Ce fonds-là, qui, oui, un rendement négatif là, en début d'année, presque 1%, on pense qu'il va rattraper rapidement dans la prochaine année ce rendement-là négatif. Donc, peut-être finir l'année positif, mais il est très bien positionné. Quand on le combine surtout avec HFR, là, on pense qu'il y a un rôle à jouer pour capturer la durée et les opportunités dans le marché de crédit canadien. Vous allez voir tantôt, il y a le double de durée par rapport à HFR. Donc, au lieu d'une durée de 3, il y a une durée de 6 en termes de marché corporatif canadien, les obligations corporatives dans chacun des 2 fonds. HMP, qu'on a parlé un petit peu tantôt, peut-être qu'on pourra revenir, mais lui, vraiment un peu plus bas, des obligations évidemment municipales très attrayantes dans le contexte actuel. Comme je vous dis, il y a moins d'opportunités dans le très court terme pour les obligations corporatives. Donc, ce fonds-là ressort comme étant une très bonne qualité. Les écarts par rapport aux provinces, une 40-45 points de base qu'on va chercher au-dessus des obligations provinciales. Super intéressant dans le contexte institutionnel, dans le contexte actuel. Donc, il faut tenir compte de ça. Mais oui, le rendement, il est bas. Il va avoir la difficulté à aller chercher du 1% cette année là, parce que c'est plus difficile présentement, mais très bien positionné pour le moyen terme. Je pense que c'est un fonds qui gagne à être gardé en tête pour l'environnement où les taux vont commencer à monter, peut-être en 2022, là, entre autres. Ça va peut-être être un fonds qui va ressortir beaucoup. Donc, c'était le topo, si on veut. HPR. Mon collègue Nicolas va venir en parler avec un début phénoménal. Je veux dire, autant qu'on a promovu, on a été fort à promouvoir HAB les dernières années. Vous allez voir les rendements depuis 2 ans. Là, maintenant, c'est peut-être plus HFR cette année, mais HPR cette année, un fonds début 8,5% de rendement, un taux de dividende minimum d'au moins 5%. Qui est bien soutenu techniquement. Vous allez voir la présentation de Nicolas le mois prochain. Encore beaucoup d'opportunités. Il bat la bourse cette année, le TSX. Je pense que la seule chose qu'il ne bat pas, c'est le Nasdaq. Mais c'est clair que ce fonds-là a très bien fait cette année, va continuer, va aller chercher les double digits, comme on dit en anglais, là. Va aller chercher les 10% et plus cette année, fort probablement. Avec ce qui se passe dans le marché de LRCN, toutes les titres hybrides, si on veut, qui sont un peu des obligations qui sont garanties au même niveau que les obligations privilégiées dans la structure de capital. Ces titres-là, au niveau du secteur d'assurance, financier, les banques, fait en sorte que ça enlève beaucoup de produits qui vont rentrer dans le marché privilégié. Fait que ça va faire en sorte que ça soutient énormément la demande pour les segments actuels, les secteurs actuels de ce marché-là.
Donc, petite parenthèse ici pour ça. Pour HFR, les rendements qu'on a vus dans le passé, c'est les rendements avant frais, après frais ici, juste attention à ça. Mais on le voit que le rôle qu'il a joué en termes absolus devrait continuer à jouer un rendement positif dans l'environnement à venir. On pense que cette année va être encore une bonne année, puis en relatif par rapport au rendement obligataire, comme les fonds HAB, va être très, très bien. La page suivante, je pense qu'on a mis quelque chose sur, juste pour vous montrer l'attribution, la côté écart de crédit, le spread management que vous voyez, là, la consistance à travers les années. On est encore optimiste d'aller chercher des 150, 200 points de base. Je pense qu'on est capable de dégager des belles opportunités là, dans ce produit-là avec les opportunités qu'on voit dans le marché crédit en dollars canadiens. À la page suivante, on tombe sur HAB. Je voulais aussi montrer les rendements annualisés. Vous voyez un peu là, le fonds qui se compare très bien par rapport, on a utilisé iShare, le Canadian Corporate Bond ETF, qui était un similaire, les deux sur une base après frais. Puis on voit la consistance avec les années, depuis plusieurs années, qui est au-dessus de ce produit-là, de ces produits-là équivalents. Puis on voit aussi le rendement absolu des 2 dernières années. Il y a probablement, si on peut passer à travers la période de hausse de taux, il va y avoir d'autres environnements où ce produit-là, avec une durée plus longue, va recommencer aussi à bien faire. Donc, il y a un rôle à jouer dans des environnements d'environnement de taux plus stables et aussi des périodes où les taux pourraient rebaisser éventuellement. Donc, en tenir compte dans votre allocation. Donc, moi, je pense qu'une combinaison d'HAB et HFR, c'est quand même quelque chose qui est intéressant à considérer à cet environnement-là pour la partie revenu fixe, évidemment. Une fois que vous avez acheté HPR, une fois que vous avez acheté vos actions. À la page suivante, je voulais... Justement, parlant de contribution à la performance, dans l'environnement dans lequel on est, les produits à faire au Canada, nous sommes parmi les rares gestions actives au niveau des obligations de sécurité. Quel genre d'alpha vous êtes en mesure d'apporter par rapport aux indices? Bien, je pense que c'est ça la clé de ces produits-là. La consistance, moi, est importante parce que de l'alpha qui n'est pas consistant, je pense que ça, c'est plus difficile à vendre. Puis on voit la partie spread management qui est le focus de ces produits-là. On le voit, on l'a vu dans HFR, puis on le voit dans HAB. En 2018, là, les écarts ont reculé de façon matérielle. On a rajouté de la valeur dans HAB. Fait que, tu sais, c'est dans tous les cycles, là, recul de crédit, même l'année passée, les écarts ont été, même fini l'année plus large, on a rajouté quand même de la valeur. Fait que c'est important la consistance. Ça, c'est le premier message. Cette année, on a à peu près une vingtaine de points de base d'ajout de valeur par rapport à l'indice pour HAB. Ça, c'est en 2021. Fait que le premier point, c'est que oui, c'est important. Dans les titres qu'on détient, on a à peu près 110 avec un poids moyen de 0,75% dans HAB. HFR, il y en a plus comme 80 parce que c'est plus court, c'est un produit plus court, moins d'opportunités, évidemment. Et puis, le poids moyen est un écart, 1,5. Fait que le deuxième point, c'est que HAB, c'est un produit beaucoup mieux diversifié. Chaque titre détenu, on sait pourquoi on l'a puis pourquoi on le vendrait, à quel niveau. Donc, toute la compensation pour le risque, c'est le focus continu. Donc, c'est une opération qui est journalière, là, qui n'est pas une opération qui est mensuelle ou trimestrielle. Donc, on fait cette suivi-là. C'est important de le faire. Marie-Chantal, je pense que l'histoire a prouvé que les choses peuvent changer pour une compagnie puis pour la toile de fond. On l'a vu l'année passée, ça a changé rapidement. C'est ce qu'on fait, nous, pour vous. On positionne ce portefeuille-là de façon dynamique pour s'assurer de capturer cette prime-là de bêta puis d'alpha. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais oui, tout à fait. Gestion active corporative, c'est pour nous, c'est un minimum, quitte à avoir une paix, qu'il y ait un suivi au niveau du risque qu'on prend, puis aussi qu'on prend avantage des opportunités. Oui, on va voir tantôt aussi vos pondérations dans différents secteurs. Je pense que c'est un gros facteur aussi. Oui. Donc, justement, la prochaine graphique, on voit un aperçu de nos vues, nos meilleures idées qu'on essaye de mettre dans les stratégies pour HAB et HFR, évidemment. On voit un peu le biais à gauche, là. Même cette année, là, les pipelines, l'énergie, ça surperforme le real estate, les REIT. Mais dans toutes ces positions-là, c'est des positions modérées puis bien diversifiées. C'est important de le dire. Dans le cas d'HAB, on est capable de capturer les infrastructures, les P3 qui ont une bonne valeur. C'est très lié à des cash flows gouvernementaux ou très réglementés dans bien des cas. Dans ce contexte-là, il y a une bonne valeur encore. Puis on capture ça plus dans HAB parce que c'est des obligations de 30 ans.
Fait que du côté gauche, on voit les surpondérations. Du côté droit, ben, lorsqu'il y a une cible, évidemment, qu'on sous-pondère, comme dans le cas d'HAB, ben, on sous-pondère, là, évidemment, ces différents secteurs-là, qu'il y a des utilités, qu'il y a moins de rendement, qu'il y a moins d'opportunités de sélection ou sectorielle. Donc, ça, c'est le point quand on regarde spécifiquement les portefeuilles maintenant, à la prochaine page. On voit le positionnement d'HFR, qui est un produit qui a beaucoup plus de financiers, 52 oui, plus concentré dans le 7 ans et moins, donc il y en a plus naturellement dans cette portion-là de la courbe. Mais on voit aussi, il y a quand même une diversification dans l'énergie, le real estate, 13 mais c'est des positions modérées, puis bien diversifiées malgré tout dans le reste des secteurs. On voit du côté gauche la durée corporative, qui est tout près de 3 ans, mais on voit aussi les swaps au niveau des contrats qu'on paye fixe, qu'on enlève ce taux, ce risque au taux d'intérêt-là, presque l'ensemble. On garde à peu près une demi-année de durée ou d'exposition, puis c'est surtout dans le très court terme. Puis le résultat en termes du rendement est quand même intéressant, au-dessus d'1%, puis après ça, il y a des opportunités de capturer d'alpha. C'est un fonds bien diversifié, puis on le voit là, sur la courbe aussi, c'est surtout en bas de 7 ans. À la page suivante, ben là, on tombe sur HAB, qui est un produit différent, qui va vous donner plus d'exposition dans le secteur crédit, donc 7 ans au lieu de durée, au lieu de 3 ans, donc évidemment à travers la courbe, mais c'est limité sur la courbe. Regardez du côté droit du graphique, vous voyez le 11 ans et plus, on a 28 Fait qu'en fait, si les taux montent surtout 10 ans et plus, c'est moins qu'un tiers du portefeuille qui est dans cette section-là de la courbe. Donc, faut quand même tenir en compte de ça, de dire il y a une grosse partie du portefeuille, 50 qui est en bas de 5 ans. Puis les taux ne bougent pas. Puis ça ne bouge presque pas, 5 ans et moins. Puis c'est pas sur le bord de bouger. La Banque du Canada ne devrait pas rien faire avant la fin 2022. Puis quand moi j'ai parlé au gouverneur, là, justement, on a eu un appel avec la Banque du Canada, puis on a eu la chance de poser des questions après la politique monétaire, le rapport de la politique est sorti le dernier mois, puis c'était clair, il n'y a aucune urgence de monter les taux. En fait, la question, c'est il faut que ça marche. Il faut que ce qu'on dit en anglais, le reflation, la reprise de l'inflation vers le 2 il faut que ça s'opère. Parce que c'est les outils qu'on avait, on les a utilisés. Puis il faut croire la banque qu'ils n'ont aucune urgence. Puis ils parlent d'inflation temporaire qui irait au nord de 2. Donc, ils ont déjà même préparé le terrain de dire, même si l'inflation monte au-dessus de 2, c'est normal à court terme. On arrive d'une base plus basse, il y a plusieurs facteurs au niveau de la base dans certains secteurs qui créent des anomalies. Donc, pour toutes ces raisons-là, il n'y a pas vraiment de raison à croire que la banque va bouger. Donc, le court terme, pour venir à mon point, surtout dans HAB, le 50 il est bien ancré. Puis je ne pense pas que vous devriez avoir peur des hausses de taux dans cette composante-là. Donc, le rendement total, on va chercher 2 qui est le double de HFR, qui vous donne aussi une compensation pour ces risques-là qu'on vous a parlé plus tôt. Donc, ça, c'était l'aperçu des deux fonds. Je voulais, avant de revenir sur les conclusions, je voulais juste prendre un instant pour vous dire que une des choses importantes, puis Marie-Chantal, on a fait des capsules avec vous, on a collaboré pour le CFA d'écrire un article sur notre explication à nous, avec vous, pour les fonds Horizon. Quelle est l'approche de ESG pour l'investissement? Quelle intégration qu'on fait? Je pense qu'on évolue beaucoup depuis les années 2000. On en parle dans cette capsule-là, puis j'invite tout le monde à aller voir. Je pense que ça circule sur LinkedIn. Le point que je voulais dire, c'est que cette intégration-là, elle fonctionne bien. Le focus a été beaucoup à la page suivante, l'engagement les dernières années, de documenter cet engagement-là. La prochaine page, on voit un peu le résultat de toutes ces rencontres-là. Si tu me permets, Marie-Chantal, à la page suivante, c'est ça? OK, parfait. Donc, on voit là, depuis 2 ans, tous ces engagements-là, au-dessus de 100 rencontres là, par année qu'on fait. On touche beaucoup de points, on documente maintenant. On le faisait avant, mais là, on documente depuis 2 ans. On atteint un impact puis des résultats. Puis on partage de plus en plus avec nos clients les résultats. Le changement cette année, le focus, c'est qu'on a des scores avec MSCI puis les bases de données qu'on obtient pour nos portefeuilles, qu'on peut comparer par rapport aux cibles. Il y a beaucoup de gaps, il y a beaucoup de manques dans ces données-là. Maintenant, cette année, on prend le taureau par les cornes, on travaille avec les fournisseurs de données, on travaille avec les compagnies. Vous allez voir beaucoup plus d'informations en deuxième moitié qui comparent, par exemple, le E.
le E puis le présent, le focus, qu'on rencontre les compagnies des pipelines, les compagnies d'énergie, c'est tout le footprint carbonique, donc tout le CO2, les émissions. On essaie de mieux comprendre de où on arrive puis vers où on s'en va. Et on va être capable de bien scorer le portefeuille, de bien mesurer l'ensemble du portefeuille, puis de voir cette évolution-là pour comprendre nos risques, les risques qu'on prend, parce qu'on pense vraiment qu'il y a un élément risque à être compensé, puis aussi d'informer nos clients vers où on va. Donc, non seulement on a un impact sur l'engagement, on va être capable de mieux mesurer puis vous donner leur juste. Je pense que ça, en termes d'investissement pour tenir compte des facteurs ESG, puis d'avoir une bonne conscience sociale de l'impact qu'on a, je pense que ça va amener beaucoup pour les produits Horizon pour l'année 2021, beaucoup de crédibilité. Puis je pense que l'autre façon d'investir, qui est compréhensible, qui est simplement de limiter nos investissements pour le Canada, pour le marché canadien, je pense que ça serait difficile parce qu'on est un pays exportateur d'énergie, donc il faut tenir compte de la réalité économique, puis aussi des opportunités d'investissement. Puis dans ce contexte-là, nous, on veut travailler avec les compagnies et non pas les exclure de nos portefeuilles pour l'instant. On va les exclure si on pense qu'on a des bonnes raisons, que ces acteurs, ces compagnies-là ne comparent pas. Fait que je pense que c'est toute cette notion-là qui fait part. Fait que je voulais au moins amener à vos clients cette information-là que HAB, HFR, HPR ont cette intégration-là à même l'équipe de gestion. Puis on va continuer à mieux vous informer durant l'année, puis évidemment dans le futur. Oui, merci Philippe. C'est important de voir que les investisseurs peuvent justement investir dans des produits selon leurs valeurs sur l'environnement, entre autres. Oui, puis c'est exactement l'objectif. Si on revient à la page précédente, je pense qu'on a bien établi les opportunités qu'il y avait juste après l'engagement, c'est ça ici. On a bien établi au niveau des écarts de crédit qui avaient une bonne valeur encore. Je pense que pour nous, il faut aller capturer ces rendements-là dans un environnement de bas taux, dans le très court terme surtout. Je pense qu'il faut le capturer. Et puis l'encaisse est tellement basse en termes de rendement. Puis je pense qu'il faut prendre avantage. On met de l'avant HFR, évidemment, avec une combinaison HAB, puis on reste à la guet pour le rôle d'HMP à mesure que les hausses de taux vont se faire probablement dans les prochaines années. Donc, sur ça, ben, je renvoie la parole pour la suite, Marie-Chantal, pour venir conclure sur les produits. Merci, Philippe. Comme ça, on voit à l'écran, en passant aux excuses pour les diapositives en anglais, comme tout gestionnaire de portefeuille institutionnel au Canada, là, souvent les services écrits en anglais plutôt qu'en français. Ici, on a la performance là, des trois produits, les trois FNV qu'on a abordé pendant la présentation, mais je voulais, Philippe, parler un petit peu plus là, de HMP. C'est un produit quand même unique. Tu disais tantôt là, que c'est un produit là, qui pourrait être bien positionné là, pour le moyen et long terme. Alors, on sait qu'au Canada, puis spécifiquement au Québec, on a beaucoup plus, en fait, d'émissions d'obligations municipales au Québec que dans le reste du Canada. Et depuis quelques années, il y a quand même plus d'offres de ces produits-là là, au Canada présentement. Est-ce que le fait que ce soit géré activement, ça fait une différence dans les obligations municipales? Et quelles sont les perspectives là, pour les inventaires et la liquidité là, pour ce produit-là? Ben, premièrement, ce marché-là de municipal canadien, une quarantaine de milliards, la moitié, c'est ce marché-là de municipaux québécois. C'est vraiment unique au Québec d'avoir autant d'émissions. Premier point. Il y a beaucoup, il y a 2 à 3 milliards par année d'émissions. Il y a à peu près 1000 émetteurs et un petit peu plus que 1000. Il y en a 600 qui passent nos tests. C'est-à-dire qu'on les regarde avec MAMRO, la base de données du gouvernement. On va chercher les données importantes à la population. On va chercher évidemment le côté économique. Puis on fait un genre de scoring. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir l'équivalent de Montréal. Pas en termes de liquidité, mais en termes de qualité de crédit. Fait que tout ce qui est au-dessus de la barre de Montréal, qu'on suit, qu'on a des données d'agence de crédit, c'est ce qu'on achète. Le résultat, c'est qu'il y en a à peu près 600 qui passent le test. Dans le cas de HMP, on en a 67 présentement. Donc, c'est clair qu'on fait de la gestion active. On ne les détient pas toutes, on en tient quelques-uns. Puis, c'est beaucoup des villes qui passent le test. C'est des villes que vous connaissez très bien, tout le monde. C'est des Longueuil, des Lévis, des Victoriaville,
Boucherville, des Repentigny, Sherbrooke, Gatineau. C'est sûr qu'on va en acheter d'autres en périphérique aussi, mais le gros du portefeuille, évidemment, les plus grosses émissions, c'est dans ces émetteurs-là. Et puis, l'autre point à dire, c'est la valeur. C'est que jusqu'à 5 ans, on va chercher 40-45 points de base au-dessus d'une obligation québécoise. Présentement, c'est difficile d'avoir ça même pour une banque canadienne. Fait que ça serait votre premier point de dire comme ça, à l'institutionnel, puis il y a à peu près une vingtaine de joueurs comme nous qui sont actifs dans le marché institutionnel. En fait, tout ce qui est 3-4 ans et moins, c'est vraiment le marché institutionnel, là, comme nous dans d'autres portefeuilles, Marie-Chantal, qui trouvent que par rapport aux banques, donc le côté support du marché est phénoménal présentement. Pourquoi? Parce qu'il y a une belle valeur pour le risque par rapport aux titres bancaires. Ça, c'est la première chose. Et en passant, les titres bancaires, Marie-Chantal, ne sont plus ce qu'ils étaient. Les titres bancaires, ils sont ce qu'on appelle en anglais des bail-in, c'est des titres qui sont convertibles dans une situation très peu probable, mais c'est pas les titres garantis là, qu'il n'y aura jamais de défaut, puis que dans le temps, là, où que s'il y avait un défaut, le gouvernement allait peut-être venir sauver les épargnants, puis en même temps sauver les prêteurs au niveau obligataire. C'est plus ce que c'était. Ça a été clarifié, ça, depuis la crise 2008. Donc, ces titres-là qu'on compare, qui ont un certain risque, hein, évidemment. Donc, s'il y avait une crise, donc c'est clair que la qualité de crédit est là pour une municipalité québécoise qui a un bon soutien moral de la province du Québec. Donc, ça, c'est le deuxième point. Puis, donc, cette valeur-là, à un taux bas, parce que les taux sont très bas dans le court terme, c'est sûr que c'est difficile de promouvoir ça dans un fonds commun présentement par rapport à d'autres produits comme HFR, par exemple, qui ont plus d'opportunités, plus loin sur la courbe, puis évidemment dans des triple B à 50 %. Mais c'est un autre risque. C'est un risque complètement différent. Fait que HMP, de beaucoup meilleure qualité, mais qui ressort comme une très belle compensation. Puis en passant, il y a une continuité au niveau du supply, au niveau de les émissions, de semaine en semaine. Comme je vous ai dit, 3 millions. Donc, il y a une opportunité de continuer à investir, de bien capturer cette prime-là. Donc, oui, le rendement présentement est plus bas, mais belle opportunité. Je ne sais pas si ça l'aide de positionner le produit un peu plus. Oui, puis en fait, une autre question que j'avais, moi, dans la composition du portefeuille, quel serait le pourcentage d'obligations municipales cotées versus non cotées? Il y a 62 présentement. On peut aller jusqu'à 80 non cotés. On vise, là, on augmente présentement, assumer à peu près 65-70 Il y a des belles opportunités. Comme je vous ai dit, le rendement, on participe à tous les jours. Là. Les titres provinciaux, on garde à peu près 25 Là, on a 31 Donc, assumer à peu près 25 de titres Ontario-Québec. C'est la liquidité du fonds. Ça nous permet de s'occuper des flots, puis ça fonctionne très bien. C'est un fonds qui est quand même qui a une bonne liquidité. Là. C'est le rôle que jouent ces titres-là. Et les titres cotés qui offrent peu de rendement présentement, parce que c'est à peu près 5 à 10 points de base au-dessus des titres provinciaux. On en a 6,5. Quelques municipalités bien connues au Canada, des Montréal, Toronto, Ottawa. Donc, c'est ces titres-là qui sont dans le portefeuille. Mais il y en a à peu près 5 vous devriez estimer. Donc, mais assumez que c'est beaucoup des titres non cotés qu'on va capturer ce que je vous ai parlé plus tôt. C'est l'objectif. Votre sélection de titres, votre processus de crédit, d'analyse de crédit est important. Oui. 15 à 20 par année. Et puis, c'est comme une roulette de ces meilleures obligations-là qu'on vient réinvestir là, de façon très soutenue, régulier, de façon régulière pour maintenir cette structure-là là, de 15 à 20 du fonds jusqu'à 5 ans dans les titres que je vous ai mentionnés. Bien, merci. On arrive vers la fin de la présentation. Alors, gênez-vous pas si vous avez des questions. Alors, en résumé, là, vous voyez à l'écran HMP, le FNB d'horizon d'obligations municipales. Donc, c'est un fonds qui gère activement, mais qui n'est pas très coûteux avec un frais de gestion de seulement de 0,29. On a une distribution mensuelle. Naturellement, les coupons sont un peu plus élevés là, que le yield to mat en anglais. Et c'est un fonds là, qui existe quand même depuis plusieurs années, là, depuis 2018. Je vais passer aussi à HAB maintenant. Donc, HAB, on peut voir aussi, je dis toujours aux gens, c'est pas payer cher pour une gestion active de premier rang comme Fiera Capital. Alors, c'est un frais de 0,5 pour celui-là. Donc, puis on a vu les rendements tantôt. Un coupon un petit peu plus élevé, une distribution mensuelle pour celui-là. Et maintenant pour HFR, donc,
On se rappelle là, que c'est à une courte durée de peu près 5 mois, un frais de gestion de 0,4 et une belle distribution là, au 31 janvier là, de 2,48. Naturellement, un yield to maturity un peu moins élevé de 1,74. Alors, ça conclut notre présentation. Moi, j'ai quelques questions là, qui sont entrées. Là, j'ai une qui est très importante, Philippe, c'est au niveau du produit HFR. Alors, quels sont les risques des cartes de crédit? Comment ça pourrait affecter HFR? Bon, très bonne question. OK. Nous, on travaille avec l'optique, quand on vous parle que les écarts sont bonne valeur, c'est que notre expérience, c'est qu'il faut assumer que les écarts peuvent reculer n'importe quand de 25 points de base. En partant, là, quand on parle d'une durée de 3 ans, puis ça, c'est un choc sur une journée, là. On va s'entendre, Marie-Chantal, fait qu'on va, la deuxième question tout de suite après, c'est combien de temps ça va prendre pour récupérer avec le rendement du fonds ce qu'on va perdre sur un choc. Ouais. Fait que si on prend une durée de 3 ans fois 0,25, c'est 3/4%. Fait que ce qui est possible, oui. Puis il y a d'autres scénarios qui peuvent arriver. On n'a pas une boule de cristal parfaite, on essaye. Mais dans les scénarios de 30% que je ne vous ai pas parlé, ça pourrait arriver qu'il y a des petits chocs, qu'une période. Mais souvent, ce qui arrive, Marie-Chantal, c'est que cet environnement-là nous a prouvé dans les 6 derniers cycles, quand ça corrige, comme l'année passée d'ailleurs, puis comme en 2018, puis comme en 2015, c'est que ça crée des opportunités d'alpha super intéressantes. Fait que tout ce qu'on va perdre, moi, ce que je vous dirais, c'est tout ce qu'on perd à court terme. Vous n'êtes pas des investisseurs pour un mois, là. Fait que si vous investissez pour plus qu'un an, fait que tout ce qu'on va perdre, on va récupérer en 2 et 3 trimestres le double qu'on a perdu. Fait que nous, on pense que ce 75 points de base-là, peut-être qu'on va aller chercher 150 rapidement. Fait qu'il faut tenir compte de ce que vous achetez. Vous achetez une équipe qui s'occupe de votre affaire. C'est ça que vous achetez. Fait que quand on investit dans le marché de crédit, puis on a cette équipe-là qui prend avantage de cet environnement-là, la perte à court terme n'est moins importante que ce qu'on va récupérer après. Fait qu'avec 25 ans, 6 cycles de crédit, avoir réussi ce que je vous ai dit là, je pense qu'on a une certaine crédibilité qu'on amène sur la table pour appuyer Horizon, pour dire que oui, on est capable de faire ça encore. On l'a fait 6 fois, on va le refaire. Fait que c'est ça qu'on vous dit. Fait que oui, mais plus, l'autre question, c'est le scénario de 10%, que c'est pas 25 points de base, Philippe, ça serait 50, 100 points de base de recul. Présentement, à court terme, là, je parle sur 1 à 2 ans, peu probable. Très peu probable. Pourquoi? Regardez tout ce qui se passe, puis la page 11 là, est bourrée d'exemples. Le graphique où on parlait, Marie-Chantal, de toute notre vue là, du côté pro for higher rates, puis con for higher rates, tout le côté support. Écoutez, cette année, l'année passée, le taux de défaut baissait dans une récession. Les particuliers, les compagnies. On a vu une baisse du taux de défaut. Donc, imaginez-vous le backstop, tout le support. En fait, c'est le gouvernement fédéral qui a pris le gros de toute ce marasme économique sur son dos en ayant tous ces programmes-là. Fait que, sachant ça, Marie-Chantal, puis le soutien qu'on a mis, puis le soutien positif au niveau investissement, puis là, on parle aux États-Unis des programmes monstres. L'inquiétude, c'est pas que le fondamental ne fera pas du sens. C'est que la confiance du système pourrait être mise en question dans quelques années. Fait que oui, il y a un scénario dans 2-3 ans que il y a une deuxième pandémie, il y a quelque chose qui a un catalyste qu'on n'a pas vu venir, qui fait en sorte que c'est quelque chose qui est pas sous le contrôle des banques centrales puis de l'économie. Mais ça, on parle d'un scénario de peut-être 10% de probabilité. Moi, je ne positionnerais pas mon portefeuille revenu fixe sur 1 an, 2 ans, la composante avec cette vue-là. Je vous le dis tout de suite. Mais oui, ça pourrait arriver. Là. Je ne suis pas là pour vous dire. Fait que quand on regarde le gros des probabilités d'un mouvement de plus ou moins 20 points de base, qui, en passant, des gens comme nous, Marie-Chantal, quand ça arrive, on est content. Ouais. On est content. L'année passée, le monde dit hey, ça doit mal aller, Philippe, puis l'équipe. On n'a jamais eu plus d'opportunités. Quand ça arrive une correction, puis tu as bien géré les risques pour rentrer dans la correction, c'est ce qu'on fait. Habituellement, on a baissé le risque un peu dans les produits comme HAB, HFR. D'ailleurs, il y a bien des produits qu'on n'a pas achetés, Marie-Chantal. Les LRCN, puis tous ces titres-là de haut rendement, on aurait pu en mettre dans les produits comme HFR, HAB. On n'a pas mis. C'est pas le produit que vous avez devant vous. C'est pas un produit à haute volatilité. C'est un produit à modéré qui prend avantage du cycle et des opportunités de générer cette prime-là. Je ne
sais pas si ça répond à la question. Pour un positionnement plus core en anglais dans les portefeuilles. Voilà. Puis je pense que c'est mieux quand que vous en avez beaucoup dans votre portefeuille, c'est mieux d'avoir cette approche-là. Quand on en a 5, 10, 15%. C'est pour ça qu'on promouvoit ces fonds-là comme étant des core holdings là, pour vos aviseurs. Oui. Une autre question que j'ai eue, Philippe, c'est au niveau des risques de défaut dans les obligations de société. Est-ce que vous voyez un risque plus grand pour le reste de l'année? Il y a tellement de soutien, Marie-Chantal, qu'à part du secteur d'énergie, que l'année passée, qu'on était encore inquiet parce que le prix du pétrole ne remontait pas. Là, il remonte un peu, là, autour de 60, en fait beaucoup. Là. À part de certains secteurs, avec tout le soutien qui a été mis en place, heureusement, c'est pas ça le focus. Puis même les banques, là, vous pourriez dire, même les banques ne le voient pas au niveau des particuliers et des petites compagnies autant élevées. Ils ont pris des réserves énormes qui vont d'ailleurs ramener sur la profitabilité. Là. Tellement que les modèles n'ont pas fonctionné. Ils étaient trop conservateurs. Fait que dans ce contexte-là, je vous ramène à tantôt là, le soutien qu'il y a eu. Les taux de défaut vont monter légèrement. Puis dans ce que vous détenez les portefeuilles, on met ça de côté pour l'instant. Bon, bien, parfait. Je te réponds bien aux questions, Philippe. Alors, c'est tout donc pour les questions. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre temps à écouter cette conférence. Je vous rappelle en terminant que vous pouvez nous rejoindre sur nos plateformes de médias. Vous pouvez nous rejoindre aussi via le site Internet ou vous pouvez contacter là, vos représentants là, dans chaque division du Québec. Et également, pour terminer, si vous détenez un fonds de revenus fixes, on peut faire un échange également avec un de nos produits de revenus fixes gérés par Fiera. Alors, ça se fait à la fin de la journée au NAV. Alors, c'est quelque chose qu'on fait, c'est un programme qu'on a établi depuis plusieurs années et qui est utilisé grandement chez Horizon. Merci beaucoup, Philippe. Alors, on va souhaiter une belle année dans les revenus fixes. Oui, merci, ça m'a fait plaisir. Bonne journée à tous. Au revoir.